Alors, vous vous intéressez ce matin aux gagnants et aux perdants en immobilier de l'après-Covid-19. On peut vraiment, Stéphane, distinguer des gagnants et des perdants? Alors, des gagnants, des perdants, en tout cas ceux pour qui ça va être plus compliqué sur le court terme, le moyen terme, et puis ceux peut-être qui devraient mieux s'en sortir, en tout cas qui devraient mieux passer cette vague, cette crise certainement. Du coup, quels sont les secteurs ou quels seront les secteurs qui auront été le plus touchés? Alors, le premier secteur, bon, il y a déjà pas mal d'intervenants qui en ont parlé sur votre antenne, ça tombe sous le sens, c'est l'immobilier tertiaire, l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, et donc la représentation pour le grand public, c'est les SCPI, bien entendu, les SCPI bureau commerce, alors qui sort d'années exceptionnelles avec l'année dernière plus de 8 milliards de fonds collectés pour les SCPI, et notamment de rendement. Donc on a vécu de très très belles années, mais effectivement on voit bien arriver effectivement des décalages, voire des annulations de loyers, certainement aussi des défaillances d'entreprises, certainement aussi des renégociations de loyers à la baisse, des difficultés de trouver de nouveaux locataires dans un contexte morose, et sans compter bien sûr les changements peut-être de fond, notamment le développement du télétravail qui va rebattre un petit peu la carte des espaces de bureau peut-être dont on aura besoin demain. Bon, en tout cas, 3-4 ans compliqués à prévoir, mais heureusement, on a des SCPI qui sont quand même importantes, qui ont de l'antériorité, qui ont des réserves, et de toute façon, même si les rendements baissent, ils resteront très au-dessus des produits d'épargne classiques type assurance vie. Donc en gros, si on passe de 5 à 4,2 ou même 4%, les SCPI resteront très au-dessus des moyennes de rendement des produits d'épargne aujourd'hui. Donc bon, ce ne sera pas dramatique, mais enfin, c'est clair qu'elles vont perdre un petit peu de leur superbe, notamment en termes de collecte, ça c'est à peu près sûr. Voilà donc pour les secteurs les plus touchés. Si on essaye de regarder ce qu'il y a en face, quels sont ceux qui auront été moins impactés ou qui peuvent s'en sortir le mieux? Alors, Cédric, juste avant, Oui. un secteur aussi important, et qui là pour le coup est touché de plein fouet, et vraiment en ce moment c'est très compliqué, ce sont les secteurs de l'immobilier géré, et notamment bien sûr toutes les résidences de services. Alors bon, par décence, je ne parlerai pas des résidences type EHPAD, etc., vous comprendrez bien, mais notamment aujourd'hui les résidences de tourisme et d'affaires. Les résidences sont fermées, en l'occurrence, donc les sociétés de gestion ne versent plus de loyer aux propriétaires. Là, il y a des situations quand même qui sont compliquées, notamment pour les investisseurs qui ont souscrit des emprunts pour acheter ces appartements dans les résidences de tourisme, dans les résidences affaires. Et certaines sociétés de gestion n'ont même pas versé les loyers du premier trimestre, alors que le confinement a commencé mi-mars. Donc là, il y a effectivement de très fortes tensions. Et alors, cela repartira, notamment le tourisme reviendra, mais personne ne sait quand le tourisme reviendra à la normale. Et puis, de toute façon, effectivement, la notion de loyer garanti, quoi qu'il se passe, on a pris quand même un coup. Ouais. Et l'aspect psychologique restera effectivement important pour les acheteurs, et cela laissera effectivement quelques traces, c'est à peu près sûr. Donc pour l'immobilier géré aussi, quelques années qui risquent effectivement d'être compliquées, au-delà du fait qu'aujourd'hui les propriétaires, notamment des résidences de tourisme, touchent zéro au loyer. Donc, vous nous parlez, Stéphane, de deux typologies de secteurs. Bon, on est effectivement dans des grosses cases de ce monde immobilier, mais il y a aussi peut-être différentes typologies d'investisseurs ou d'acheteurs, en tout cas. Est-ce que là, il y a eu des remarques à faire aussi ? Oui, alors c'est notamment là pour le coup effectivement un type de clients qui vont faire partie des premiers sacrifiés par cette crise. Ce sont les primo-accédants, les jeunes ménages qui seront les principales et les premières victimes aujourd'hui en immobilier. Michel Mouillard de l'Observatoire Crédit Logement CSA parle de 220 000 acquéreurs, dont plus des 3/4 qui feront défaut en 2020, plus des 3/4 qui étaient des primo-accédants, donc qui feront défaut en 2020, donc c'est considérable, tout simplement parce que jeunes ménages, primo-accédants, bien souvent, sont bien sûr des gens qui ont des situations professionnelles moins installées, qui seront plus touchés par le chômage, notamment par la notion de dernière arrivée, premier parti, et beaucoup renonceront effectivement à acheter leur résidence principale et resteront locataires, alors qu'ils étaient effectivement à l'achat il y a quelques semaines.
Et c'est bien, effectivement, notamment parce qu'ils resteront locataires, que là, on va pour le coup parler de ceux pour qui ça sera moins compliqué, voire qui vont s'en sortir très correctement avec l'après-Covid. Et ceux qui vont effectivement s'en sortir très correctement, ce sont notamment les bailleurs en zone tendue, exactement pour les raisons notamment qu'on vient d'évoquer. Parce que les peut-être 150 000 ou 160 000 jeunes ménages qui ne deviendront pas propriétaires, eh bien, ne libéreront pas un bien locatif, ils resteront dans leur appartement en location, et cela rajoutera de la tension à la tension, puisque sur les secteurs qui étaient déjà en déséquilibre, le fait qu'il y ait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de ménages qui ne deviennent pas propriétaires, ne libèrent pas leurs biens locatifs, eh bien, ça va encore rajouter de la tension. Quand vous rajoutez en plus le fait que les ventes aujourd'hui, la création de nouveaux logements est considérablement ralentie parce que les ventes sont à zéro, les actes sont reportés, les chantiers sont stoppés, les permis sont reportés au calendrier grec avec les élections municipales reportées, ça risque de coincer encore plus aujourd'hui. Donc, peut-être pour les bailleurs en zone tendue, l'opportunité d'augmenter légèrement, voire considérablement, les loyers par manque d'offres. Du côté de ceux qui s'en sortiront le mieux, alors le deuxième type de bien aussi qui risque effectivement d'avoir les bénéfices indirects de l'après-Covid, c'est les maisons avec jardin. C'est le confinement a donné des envies de verdure, d'espace, de nature, de jardin. Et bien sûr, les maisons avec jardin en deuxième et troisième couronne des grandes métropoles, mais encore plus à mon avis, les campagnes, carrément les secteurs ruraux, mais uniquement ceux rapidement reliés aux grandes villes, notamment en TGV, ont une carte à jouer. Pour des résidences secondaires, mais surtout pour des résidences semi-principales, avec 3 jours pour travailler dans la grande ville et 4 jours à la campagne, avec le week-end bien sûr, et puis le lundi et le vendredi en télétravail, ce que je fais par exemple moi à titre personnel depuis plus de 10 ans. Par exemple, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, quelques prix en comparaison, par exemple dans le Vendômois que je connais bien, ou dans la Sarthe, à côté du Mans, à 58 minutes de Paris, ou Vendôme sur la ligne de Bordeaux, à 42 minutes de Paris-Montparnasse TGV. Pour le prix d'une studette à Paris, c'est-à-dire 120-130 000 euros sur ces secteurs, vous avez une jolie maison de 100 mètres carrés avec 1000 mètres carrés de terrain. Pour le prix d'un studio, 250-300 000 euros, vous avez une maison bourgeoise de 200 mètres carrés sans travaux, avec 5000 mètres carrés de terrain. Et pour le prix d'un T2 à 450-500 000, là, vous avez une maison de maître de 300 mètres carrés avec un parc de plusieurs hectares, piscine, tennis, etc. Chacun n'a pas forcément le cœur à s'occuper de tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça demande aussi un petit peu de boulot. Mais enfin, en considérant qu'effectivement, si par exemple vous êtes propriétaire ou vous réfléchissez à acheter un T3, un T4 à Paris, avec ce budget-là, vous pouvez à la fois acheter un studio à Paris pour les 2 ou 3 jours par semaine, vous allez être in situ, et une très belle maison à la campagne. Donc ça risque de vous en faire réfléchir effectivement quelques-uns. On suivra tout ça effectivement avec intérêt. Une dernière catégorie rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps. Oui, alors une dernière catégorie, alors il y a un grand débat actuellement sur inflation par inflation. Donc la dernière catégorie pourrait être avantagée, ça pourrait être tous les emprunteurs qui ont emprunté à très bas taux depuis quelques années, depuis 2-3 ans, et puis ceux qui pourraient emprunter à nouveau. Alors il y a effectivement un grand débat, il y a les pour, il y a les contre. Ce matin, Patrick Artus encore croyait plutôt à l'inflation. Alors les pour, les contre, effectivement, on verra. En tout cas, il y a 2 paramètres qui vont renforcer les thèses inflationnistes, c'est les relocalisations qui sont de plus en plus jugées nécessaires et qui feront bien sûr augmenter les prix. Et puis l'augmentation des salaires, notamment des personnels qui étaient présents en première ligne, les infirmières, les caissières, les livreurs, les transporteurs, que là aussi les Français jugeront légitimes. Et effectivement, comme on le sait, l'inflation n'est bonne pour personne, sauf pour les emprunteurs immobiliers, qui voient leur charge petit à petit baisser d'année en année, alors que les prix augmentent, donc l'immobilier augmente, les loyers augmentent, les salaires augmentent, mais la charge de remboursement reste la même. Donc ce sera, si la thèse inflationniste se vérifie, effectivement, peut-être là pour le coup, une bonne nouvelle pour tous les emprunteurs en immobilier.